Amis de la Supply Chain, bonjour. Bienvenue sur Supply Chain Village. Pour les mercredis de la Supply Chain, je m'appelle Norbert Cohen. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui une table ronde sur un sujet d'actualité qui est comment faire évoluer son SNOP dans un environnement éminemment instable. Et donc pour cela, bien, on a invité autour de la table des éminents experts. Je veux juste dire que vous pouvez poser des questions tout au long de cette table ronde. Notre voix off Hervé nous les reportera à la fin et tout le monde sera heureux d'y répondre. N'hésitez pas. Voilà, alors pour commencer cette table ronde, j'aimerais vous faire un petit tour et demander à chacun d'entre vous de se présenter. Alors, on va peut-être commencer à ma gauche. Paul Gémin. Paul Gémin, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis manager chez Sitwell. Alors Sitwell, c'est un cabinet de conseil en supply chain management et performance des opérations. Et pour ma part, je suis en charge de l'offre schéma directeur chez Sitwell et je contribue également au développement de la digitalisation des processus, notamment le SNOP. Très bien. Merci. Guillaume Détouche. Guillaume Détouche, donc associé chez Diagma, cabinet aussi de conseil en supply chain depuis 50 ans. Et j'ai rejoint Diagma il y a 10 ans. Précédemment, j'étais dans les Big Four et je m'occupe de l'animation de pilier SNOP et planification des flux. Stéphane Pardy. Oui, bonjour, je suis responsable avant-vente chez VIF. VIF est un éditeur de solutions de gestion, d'exécution et d'anticipation. On équipe à peu près 500 clients en France. Et sur les processus d'anticipation, on couvre toute la chaîne depuis les prévisions jusqu'à l'ordonnancement, en passant par le PDP, le SNOP, dont on va parler aujourd'hui. Nicolas Comard. Bonjour, Nicolas Comard. Donc, je suis cofondateur et directeur de la société Colibri, qui est un outil SNOP natif du cloud public. Et en fait, notre concept chez Colibri, c'est de rendre le SNOP accessible à tous et à toutes les sociétés, notamment et plus particulièrement les PME et les petites ETI, pour qui c'est parfois complexe de mettre en place des outils un peu lourds parfois. Et donc, on essaie d'avoir une solution simple, rapide à mettre en place et ultra sécurisée. Très bien, merci. Pierre Fournet. Oui, Pierre Fournet, je suis président du cabinet Léon, que j'ai fondé il y a 7 ans, qui est un cabinet conseil en supply chain, avec pour mission de transformer la supply chain de nos clients en un atout concurrentiel. On intervient sur différents sujets, en particulier la mise en place des processus prévision et SNOP, planification, ordonnancement, qu'on accompagne dans la mise en œuvre avec une méthode qui est basée pas mal sur la formation. On est également organisme de formation certifié Calliope, donc qui est l'organisme officiel gouvernemental de certification. Et on a pas mal de formations autour de business games pour accompagner la mise en place des processus, qu'on accompagne également dans la co-animation de ces processus, par exemple les SNOP. Sinon, on intervient sur d'autres sujets comme les schémas directeurs logistiques, externalisation logistique, optimisation logistique et transport. Merci, messieurs. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, j'aurais voulu poser une question, si l'un d'entre vous peut y répondre, pour rappeler quel est le grand objectif d'un processus SNOP. Alors, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Quels sont les grands objectifs? Oui, allez-y. Bon, le processus SNOP vise avant tout à anticiper le futur, donc à se préparer finalement aux incertitudes qu'on va rencontrer sans forcément les avoir toutes. C'est d'actualité. Oui. Exactement. Et de pouvoir préarmer un certain nombre de décisions de façon à donner au niveau tactique et opérationnel les leviers de réaction lorsque les problèmes surviennent. D'accord. Quelqu'un veut compléter? Oui. Moi, j'aime bien l'image du routeur, en fait, quand on a fait de la voile, quand on fait le Vendée Globe, il y a la météo devant, il y a les prévisions, et on sait où on veut aller, mais on ne sait pas forcément par quelle route on va passer. Mais en fait, on est quand même dans le même bateau, et c'est vraiment le principe de l'équipe qui a un objectif, mais qui va définir sa route pour y arriver. Et il ne faut pas tomber dans l'eau, quand même, quelque part. Il ne faut pas perdre un équipier sur le chemin. Non, ça, très bien. Mais alors, quelqu'un d'autre peut préciser quels sont les grands processus du SNOP pour les rappeler? Alors, les grandes étapes du SNOP, après, d'un point de vue théorique, c'est 5 étapes en principe. Donc on a ce qu'on appelle la marketing review. Oui. La marketing review qui est vraiment la revue de l'offre, en particulier de tout ce qui est lancement de produits et fin de vie de produit. Donc c'est une réunion qui est en général, dont le honneur, l'autorité et la direction marketing, qui alimente derrière la demand review. Donc la demand review, comme son nom l'indique, c'est la réunion autour des prévisions de vente. Donc là, on va valider un consensus de prévision de vente entre les différentes parties. Et l'autorité de validation, c'est la direction commerciale.
Donc c'est une réunion qui est souvent animée par le supply chain, et en particulier par les prévisionnistes, mais dont en tout cas nous, notre préco, en tout cas la validation finale du consensus soit la direction commerciale, avec derrière des éléments de mesure pour vérifier par la suite la qualité de la prévision. Ensuite, on alimente la supply review, donc là on regarde plutôt la partie capacitaire. Quand on est une usine, on regarde les capacités de production. Quand on est un distributeur, on va regarder les capacités d'appro. Et on regarde les capacités d'appro ou de production par rapport à la demand review, donc par rapport à la demande. Et là on se rend compte que souvent ça passe pas. Et on a une quatrième étape qu'on appelle la reconciliation review, qui permet là de faire des scénarios qui vont permettre de dire comment on fait une adéquation entre la demande et ma capacité. Est-ce que je dois rajouter des lignes? Est-ce que je dois changer de fournisseur, etc. Donc on fait des scénarios qu'on va financiariser. C'est là où c'est important. Quand on parle d'IBP ou de choses comme ça, dans la logique du SNOP, il faut financiariser à un moment donné pour voir l'intérêt des scénarios. Et ça, souvent, c'est une étape qui est tenue, dont l'autorité, la direction financière ou le contrôle de gestion, puisqu'on est dans la phase de scénario. Et la dernière étape, qui est la phase finale, c'est la management review, dans laquelle on va présenter ces scénarios à la direction générale, qui va pouvoir prendre une décision par rapport à des scénarios d'adéquation charge-capacité. Très bien. Alors, on a posé un peu le débat. Je vais m'adresser aux éditeurs. Quel est l'apport des outils de planification par rapport à ces enjeux, ces objectifs, ces process? Qu'est-ce que ça apporte quoi aujourd'hui? Alors, je vais compléter un petit peu, justement avec mon point de vue éditeur, la réponse aux questions qui ont été apportées. Je pense qu'aussi l'objectif du SNOP, c'est d'avoir un plan unifié et coordonné entre toutes les équipes d'une entreprise. Et du coup, ça doit permettre à toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, qui vont avoir une action au jour le jour, qui vont permettre d'aller dans un sens, de tous marcher dans le même sens, au même moment, au même pas. Oui. Ce qui donne beaucoup plus de puissance à une entreprise, si vous imaginez, si tout le monde va dans le même sens, que si, service par service, on décide Bien sûr. où on va aller. Et donc, par rapport au processus que Pierre présentait tout à l'heure, si on rajoute ce besoin d'être tous coordonnés, on va rajouter toute la problématique autour de la data. Je mettrai une étape avant la marketing review qui est récupération de la data, mise à jour de la data, formatage de la data, les historiques, les articles, les familles, etc. Et en fin de processus, toute la partie reporting, prise de décision et application dans les systèmes pour pouvoir faire marcher tout le monde dans le même sens, en fait. Et donc un outil va apporter ça, en plus de la capacité d'avoir du temps réel, de la puissance pour remplacer tous les travaux à non-valeur ajoutée qui vont être faits par les personnes, tous les travaux d'algorithmie. Donc voilà, l'outil, ça permet l'intégration, le temps réel, la coordination et la puissance de l'ensemble du dispositif. Vous utilisez le thème de temps réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'être très réactif, on parlait toujours, enfin, le sujet du jour, c'est le SNOP en période un petit peu d'incertitude. Donc moi, j'imagine bien le capitaine d'un bateau en pleine tempête, il y a besoin effectivement même bateau, pour éviter les problèmes, il y a besoin effectivement d'être très agile et très réactif. D'accord. Et imaginons que vous n'avez pas de système d'information qui intègre un petit peu tout le monde. Entre le moment où vous prenez la décision et le moment où elle est appliquée et la vérification qu'elle soit appliquée, ça peut être très long et très compliqué. Un outil vous permet, à minima, de transférer ces prises de décision et de les piloter en temps réel. D'accord. Vous voulez compléter? Oui, moi je trouve que tout ce qui a été dit est très vrai. Après, ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est effectivement le besoin à la fois de suivre ce processus qui est assez linéaire, mais à la fois de pouvoir réaliser des retours en arrière et d'intégrer de l'interaction à chaque étape et des bouclages. Aujourd'hui, on peut avancer dans le processus de manière linéaire et se rendre compte dans l'étape 4 que en fait, ça passe pas parce que justement, il y a une pénurie matière ou que dans 6 mois, on n'est pas capable d'avoir tel type de compétences critiques pour satisfaire la demande. Donc la particularité de la période qu'on vit, c'est que le processus linéaire, il suffit pas. Il faut boucler, revenir en arrière, réavancer. Et du coup, il faut des outils agiles. Ça revient sur la thématique de l'agilité et embarquer aussi beaucoup de données, effectivement, comme ça a été dit, des données historiques, des données prévisionnelles, des données en volume, des données en heures de ligne, des données en euros. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses à traiter en des temps très courts. Donc là, les outils aident. Et la troisième thématique qui peut être très difficile en absence d'outils pour nos clients, c'est les thématiques métiers. C'est-à-dire que les métiers ne sont pas juste de l'assemblage pour satisfaire une demande avec des étapes de stock. Il y a souvent des choses plus compliquées. Nous, on travaille beaucoup avec des industriels du fret, donc là, il n'y a pas de stock. Donc un SNOP en mois, ça ne suffit pas. Il faut peut-être passer à des mailles semaines ou des choses comme ça. Il peut y avoir des flux poussés, des flux tirés, de la différenciation retardée. Enfin, un SNOP, ça doit vraiment, et encore plus dans la période actuelle, être très métier, collé absolument au métier. C'est pas un processus supply chain, enfin, c'est pas que un processus supply chain, c'est un processus de direction d'entreprise stratégique
Donc ça doit intégrer tout ce qui fait le métier et la particularité métier de chacun des industriels qui mettent en œuvre le process. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Pour rebondir effectivement sur ce que disaient Stéphane et Pierre, la partie agilité, interaction et prise en compte des besoins des autres métiers pour éviter justement d'être en silo, ça commence dès la partie Demand Review, où on a besoin en fait de se projeter sur un certain nombre de scénarios pour pouvoir faire des simulations, mais dès la demande, de façon parce que finalement une prévision avec un seul chiffre, c'est forcément trompeur, ça sera faux quoi qu'il arrive, donc c'est presque préférable de donner plus des bornes, une fourchette avec lesquelles on peut commencer à travailler pour se dire ça va passer sous certaines circonstances. Et dans quelle mesure il faut activer les leviers, comme on disait, pour réagir de manière coordonnée, concertée, éviter de surréagir également, parce que ça pénalise tout autant que de sous-réagir. Donc c'est trouver le bon niveau de levier à activer au sein des différentes fonctions. D'accord. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer à quel niveau de l'entreprise le SNOP est fait. Est-ce que c'est par BU? Est-ce que c'est par pays? Et souvent, il y a des discussions sur qui on met autour de la table, qui est invité au SNOP, pour pas en faire une réunion avec 15 personnes. Et je rejoins l'aspect donné sur le fait de factualiser effectivement les scénarios. Et il n'y a rien de plus terrible que quand il y a 15 personnes autour de la table et qu'on ne parle que des chiffres, on n'est pas d'accord sur les chiffres. Donc l'idée étant évidemment, au travers des outils, d'avoir une baseline qui est robuste. Et effectivement, à partir de cette baseline, de construire des scénarios qui ont été préparés, comme le disait Pierre, sur la réunion préparatrice sur l'exécutif. Mais après, l'important, c'est est-ce que j'ai un SNOP, plusieurs SNOP, et en quoi ce processus est un processus de mise en place de la stratégie, mais aussi de son accompagnement pas à pas, et pas un processus où tout est décidé au niveau du budget et après il faut l'impliquer. Là, on est beaucoup plus dans une phase itérative. À quelle maille? Mensuelle, trimestrielle? Encore une fois, ça, c'est des choses qu'il faut définir. Qui participe à chaque réunion? Pareil, ça, c'est des choses qu'il faut clarifier en fonction des environnements dans lesquels on travaille. D'accord. Une question d'ailleurs, là on parle beaucoup de simulation, de scénario. C'est effectivement, dans une période comme ça, il faut pouvoir simuler rapidement. On parle pas d'optimisation. On est toujours dans cette idée qu'il faut pouvoir décrire un scénario pour pouvoir le simuler, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à optimiser? En fait, dans le SNOP, déjà, pour rejoindre ce que disait Guillaume, il y a une philosophie qu'il faut bien comprendre, c'est quand même un plan d'adéquation charge-capacité sur un horizon long. Parce qu'il faut qu'on le précise, on est sur des périodes 12 à 18 mois, voire 24 mois, et on raisonne au niveau famille. On est à un niveau agrégé, 15, 20 familles. C'est un point important, parce que quand on va chez nos clients et qu'ils nous disent « j'ai un processus SNOP », la première question qu'on leur pose, c'est « quel est l'horizon ?» Et quand ils nous disent 3 mois, et quelle est la maille qu'ils nous disent l'article, on leur a fait comprendre gentiment que ce n'est pas un processus SNOP, c'est un processus plan de production ou plan d'appro. Donc on est vraiment sur un horizon long, 12 à 18 mois de projection. On essaie de se projeter même au-delà de 3 mois, de commencer à jouer au-delà de 3 mois, de 3 à 18, 3 à 24 mois, et au niveau famille. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien expliquer à ceux qui nous écoutent. On n'est pas sur du court terme, même s'il y a une certaine agilité au niveau du SNOP. Donc c'est un point que je voulais bien remettre au niveau des basiques par rapport à ça. Oui. Oui, alors on parlait d'un sujet très intéressant, donc entre l'optimisation et la simulation. Oui. Il faut comprendre, aujourd'hui on n'a jamais eu autant de puissance algorithmique dans les systèmes qui existent aujourd'hui, mais un algorithme, pour être performant, il a quand même besoin d'avoir quelques points de stabilité, quelques points d'ancrage. Quand on fait du SNOP, on fait de la stratégie. Beaucoup. Une stratégie, c'est quoi? C'est est-ce que je monte un nouveau site de production, une nouvelle machine, je passe par des nouveaux fournisseurs, des sous-traitants, c'est des coûts différents, des lead times différents, des règles logistiques différentes. Il y a tellement de possibilités qu'un algorithme, il ne peut pas s'y retrouver là-dedans. Par contre, une fois qu'on a défini une stratégie et qu'on dit on va se mettre en 2.8 ou en 3.8 et on reste sur une ligne de production ou deux et qu'on donne des règles à un algorithme, là, il va pouvoir faire une optimisation pour prendre en compte ses contraintes et sortir le meilleur plan, que ce soit par rapport au remplissage des machines, au taux de service, au niveau de stock ou encore au plan au moindre coût ou à plus grande marge. Ça, il sait faire, mais il faut quand même lui donner quelques points stratégiques pour qu'ils puissent se référencer à quelque chose. Très bien. Oui, pardon. Oui, alors la question est très intéressante parce que c'est en fait la clé du SNOP. Le SNOP oblige à se poser la question, c'est quoi optimiser? Oui. Et en fait, est-ce que je vais optimiser mes stocks, mon taux de service? Je vais optimiser la satisfaction de mes clients, mais desquels? Parce que je peux peut-être pas tout optimiser en même temps. Donc, en fait, il met cette question-là d'arbitrage entre des optimums différents.
au cœur de la réunion, enfin du process. Et c'est là que les simulations servent. Les simulations, elles servent à illustrer différents scénarios qui peuvent tous représenter une optimisation. Et après, l'entreprise, par rapport à ses objectifs stratégiques, est-ce qu'elle veut là où elle veut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Elle va peut-être prioriser un développement commercial, elle va peut-être prioriser une marge, elle va peut-être prioriser une stratégie industrielle qui oblige à faire peut-être des concessions sur certains sujets pendant un moment. Donc, elle met ce sujet de qu'est-ce que l'optimisation et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre au cœur des discussions. Et après, le reste, effectivement, il y a de la puissance de feu calculatoire aujourd'hui pour faire le maximum avec les outils. Mais quand on en est là, c'est presque le plus simple. Jean-Paul Gémin, vous vouliez rajouter quelque chose? Tout à fait. Pour compléter, l'étape suivante, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'alignement des objectifs du SNOP, pour le faire fonctionner, on a besoin de capacité de modélisation. Ça va être un métier d'avenir. Comme disait Pierre, on travaille à des niveaux famille, on travaille à des niveaux macro-gamme, on travaille à des niveaux macro-nomenclature. Et il faut savoir identifier dans l'entreprise et en fonction de la façon dont le contexte évolue, quels sont les points critiques, les ressources critiques à mettre sous contrôle. Et ça, d'un point de vue algorithmique, c'est effectivement très compliqué parce qu'il y a énormément de possibilités et il y a besoin d'intelligence en fait pour pouvoir abstraire s'abstraire du fonctionnement, disons, opérationnel, modéliser et le traduire dans les outils, voire reparamétrer l'outil de façon agile au fur et à mesure que le contexte évolue. On reviendra sur l'intelligence plus tard. D'accord, merci. Guillaume Tétouche, vous vouliez... Oui, dans le contexte actuel de pénurie et aussi de sobriété, en fait, aujourd'hui, la réflexion, c'est est-ce que je dois réduire mon panel de produits, quelles sont mes contraintes d'approvisionnement, quel choix je dois faire en termes d'allocation de mes ressources, est-ce que je dois prioriser, notamment au niveau de la demande, parce que souvent le SNOP était pris au niveau des opérations, et maintenant il remonte de plus en plus autour de la demande, et comment influencer la demande pour remonter un peu de la marge, ou prioriser des clients, ou des marchés. Et pour faire ça, effectivement, quand on n'a pas des outils de simulation qui permettent de faire des hypothèses de si je supprime cette famille de produits, en quoi est-ce que ça libère des ressources, mes ressources pour mieux servir mes produits cœur, c'est quand même assez compliqué à faire sur des fichiers Excel. Donc, mais ça demande quand même d'avoir construit au départ une baseline et il faut être conscient de sa maturité de départ. Il y en a qui veulent mettre en place des SNOP sans avoir un niveau de pilotage de flux suffisant. Donc, attention quand même à pas non plus trop griller les étapes. Il faut avoir quand même quelques basiques pour que ensuite la baseline soit là et que par rapport à cette baseline, on puisse construire des scénarios. D'accord. Et il y a une vertu tout de même à initier le SNOP même sans outils, c'est au moins commencer à se parler bien sûr. entre fonctions. Oui, très bien. Pour aller aussi dans ce sens-là, je crois que quand on parle du SNOP, il faut avoir une approche assez agile et les clients l'utilisent de manière, les bons principes, du moins, de manière différente. Moi, j'ai par exemple un client dans l'agroalimentaire qui, au lieu de faire marketing review et demand review, il a scindé ces 2 réunions, marketing, demand review, parce qu'il travaille beaucoup pour des MDD, donc il n'y a pas tant de lancements par an à faire. Donc finalement, il a regroupé ces deux réunions. Idem, j'ai un client dans la distribution dans le domaine de l'habitat, qui lui a scindé la reconciliation review et la management review, parce que c'était leur façon de travailler, etc. Donc je crois qu'il faut aussi faire bien utiliser les bonnes pratiques, les grands principes, c'est 12 à 18 mois, la famille de produits, c'est des réunions. Par contre, ce qui est important dans la SNOP, c'est vraiment, moi je travaille chez Mars par exemple, Unisabi dans le pet food, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est-à-dire que les 5 réunions, elles sont planifiées, et la management review, elle intervient, c'est la réunion la plus importante du mois. Et je me rappelle chez Mars, c'était le jour du CODIR, donc le jour du CODIR, c'était le jour où il y avait la management review. Et c'est là où on prend des décisions. Donc c'est ça qu'il faut regarder comme principe. Et la grande difficulté qu'on a souvent lorsqu'on met en place le SNOP chez nos clients, c'est de faire vraiment comprendre à la direction générale qu'elle doit être impliquée dans la réunion finale. C'est ça qui est clé. Très bien, mais on y reviendra. Nicolas Comard, vous vouliez juste rapidement... Juste un complément à ce que disait Pierre. En fait, comme j'expliquais, on travaille beaucoup avec les PME qui, du coup, sont les premières étapes de maturité de mise en place des SNOP. Alors effectivement, on ne peut pas démarrer tout de suite le full SNOP. Il y a des paliers de maturité, commençons à faire des prévisions simples, à faire de la planification, et puis après on monte en gamme. Mais surtout, ce qu'on voit qui est très important dans le succès de la mise en place d'un processus SNOP, surtout dans les PME, c'est la routine. Il faut mettre en place une routine. En général, elle est mensuelle. Et puis, ces premières semaines, qui fait quoi, 2e semaine, 3e semaine. Après, on peut moduler en fonction des cas. On peut scinder ou regrouper des étapes. Est-ce que c'est la réponse à comment bien utiliser les fonctionnalités de vos outils, d'avoir des routines, justement ? C'est pas la seule réponse, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Et
c'est même plus que l'outil, en fait. La routine, c'est vraiment organisationnel, je pense. Si vous imposez pas cette routine-là, si vous ne laissez pas le temps aux gens en termes de conduite du changement, pendant 3-4 mois, les accompagner pour que ça devienne naturel, eh ben, vous risquez de perdre en fait toute l'énergie que vous avez générée autour du projet. Alors l'accompagnement est important, enfin, il y a des experts autour de la table, c'est vrai que des fois ça peut être des moments clés de coaching, où le coaching peut être nécessaire. C'est aussi des moments clés pour une équipe supply chain, mettre en place ce type de process-là. C'est souvent un franchissement d'un cap pour... voilà. Et les choses se font effectivement en toute progressivité chez nos clients. Il faut savoir se donner des étapes. Outil ou pas outil, à la limite, c'est secondaire. On va y revenir. Oui, vous avez Pierre Fournet, rapidement quelque chose. C'était juste un exemple pour l'aspect pragmatique aussi, la mise en place. J'ai un client, je me rappelle, dans le sud-ouest, on a mis en place les processus SNOP, donc on avait défini les processus cibles. Et c'était une période, c'est un client dans les sanitaires, chauffage, on est beaucoup nous dans le secteur de l'habitat et de l'agroalimentaire. Et donc il y avait une rupture sur les tubes PER. Donc les tubes PER, c'est des tubes qui vont dans les planchers chauffants. Donc, d'accord. Un gros problème d'approvisionnement là-dessus. Et donc, on a commencé le processus SNOP sur cette gamme de produits. D'accord. C'est quelque chose de très pragmatique. On va dire, au lieu de tout faire, tout faire en même temps, on fait un pilote là-dessus. Et ça a été extrêmement bénéfique parce qu'on a pu annoncer à leurs clients qui étaient France Bonhomme, on a pu anticiper en disant, voilà, dans 3 mois, il n'y aura plus de produits, c'était le PER rouge. Voilà. Pendant 3 mois, il n'y en aura plus, ça va durer pendant 4 mois. Et après, le PER rouge revient. Et entre-temps, on va te mettre du PER blanc. Donc, en fait, le client a été complètement impliqué dans la démarche et il a très bien pris. D'accord. Et notre client à nous a dit, c'est super, parce qu'en temps normal, ils auraient attendu la rupture et seraient cassés par leurs clients. Alors, je te reviens un peu sur cette question de comment utiliser les fonctionnalités au mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, les clients utilisent au maximum bien toutes les fonctionnalités des outils, ou comment ils pourraient faire pour mieux les utiliser? Est-ce que c'est la routine? Vous disiez qu'il y avait d'autres choses. Oui, effectivement. Alors, il y a un sujet qui est très tendance en ce moment, par exemple, c'est la collaboration. Alors nous, on propose beaucoup la collaboration parce que notamment sur la partie demand review, l'algorithme c'est bien, le prévisionniste c'est bien. Par contre, le commercial qui est connecté au client, le marketing, le chef de produit, parfois le partenaire ou le client lui-même, ils ont des informations qui sont pas forcément prévisibles. Un référencement, déréférencement, nouvelle stratégie d'un client. Et ça peut pas être géré par un algorithme. Et il y a que la personne qui est au contact du client qui peut savoir. D'accord. Et donc, la collaboration permet à tous de sortir un plan meilleur, avec une meilleure visibilité. Donc, c'est un exemple de fonctionnalité qui permet d'avoir un meilleur SNP global. Mais, alors, étrangement, notamment quand on parle des PME, nous on voit qu'il y a à peu près 50% de nos clients qui utilisent la collaboration dans le système. Pourquoi ? Parce que la collaboration, c'est pas juste une fonctionnalité d'un outil, c'est aussi un mindset d'une entreprise. Et quand on veut faire de la collaboration, notamment à des publics de commerciaux, il faut les onboarder, conduire du changement, mais il faut aller, souvent pour que ça marche, il faut aller jusqu'à entrer ça dans leurs KPI et leurs objectifs, signer la prévision tous les mois. Parce que sinon, chasser le naturel, il revient en galop. Si on n'est pas obligé de le faire, on le fait pas. Oui, c'est ça. Après, il y a des expériences, effectivement. Embarquer la partie commerciale est souvent, effectivement, un enjeu fort. Ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que ça se passe là et pas ailleurs. Parce que de toute façon, quand un commercial arrive avec un appel d'offres sur lequel il faut une réponse blanc-noir et que ça peut déstabiliser le plan de charge de l'entreprise, qu'il faut peut-être faire des concessions auprès d'autres clients pour faire passer celui-là. Et voilà, si ça se passe, si ce type de décision-là se prennent effectivement, comme ça doit être le cas dans le cadre du processus SNOP, là, on va ramener la direction commerciale dans ce processus-là. Faut-il encore effectivement que le process et les outils arrivent soit au niveau, c'est-à-dire puissent effectivement permettre ces prises de décision rapidement, en séance. Et c'est là où on arrive à faire la preuve par les faits. D'accord. Voilà. Et il n'y a que ça qui tient à la fin. C'est la preuve par l'efficacité et par le fait que ça se décide là. Voilà. D'accord. Et ça ancre le processus. Alors, je vais revenir, parce que vous avez parlé de PME, PMI et de grandes entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est adapté aux grandes entreprises comme aux PME, PMI, de la même manière aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des modalités différentes? Oui. Le concept de SNOP est adapté à toute entreprise. Et ça, le principe de se parler pour aligner les décisions et travailler ensemble dans la bonne direction, c'est nécessaire partout. Par contre, la forme que ça va prendre, comme on a commencé à le dire, c'est éminemment adaptable à l'entreprise. On a une structure qu'évoquait Pierre au démarrage, mais qui va s'adapter en fonction et du contexte
dans lequel on est et de la nature même de l'entreprise, qu'on disait plutôt distribution, plutôt production, ou même de l'état d'esprit dans lequel l'entreprise a été construite. Est-ce que c'est une entreprise qui est plutôt pilotée par la finance, qui est plutôt pilotée par l'engineering, c'est une boîte qui crée des produits, et ça, la nature du SNOP, elle change fondamentalement. D'accord, c'est pas la dimension, c'est... Non. C'est plus de Nicolas l'a dit tout à l'heure, on travaille effectivement sur ces segments d'entreprises, PME, ETI. Et il faut même considérer effectivement que c'est plutôt sur les petites entreprises que le SNOP, c'est avoir la stratégie efficace pour se différencier face à un mastodonte beaucoup plus gros. Nous, on équipe des gens comme... des gens comme Cosucra, industriel belge spécialisé dans les ingrédients. Ils vendent leurs produits à valeur ajoutée sur tous les continents. Maintenant, ils font 80-90 millions d'euros. Leur concurrent quasi unique, il doit faire 3 ou 4 milliards. On a d'autres pépites du type Saint-Jean, Raviol, qui est un challenger sur son marché. Ou alors des gens qui étaient des challengers à une époque, comme Europe Snack, et puis qui, à force de croissance, finissent par devenir des groupes européens. Mais il faut vraiment voir pour les entreprises de taille intermédiaire qui nous écoutent, que le SNOP, c'est justement leur solution pour se positionner de manière tactiquement très pertinente face à des concurrents plus gros qu'eux, qui ont potentiellement d'autres atouts que l'agilité pour être efficace et performant. Ok. Une dernière précision ? Oui, juste... L'important, c'est d'abord de savoir de quoi on parle et ce que c'est. Et effectivement, nous, on aime bien organiser une formation type jeu SNOP où on organise des binômes. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelle que soit la taille, parce que si les commerciaux, on les met pas avec le planificateur en binôme pour construire un plan au travers d'un jeu, ils comprennent pas en fait l'esprit global qui est de se projeter dans un habitat plus positif et de raisonner en contribution et non pas en charge capacité uniquement, et donc de vraiment raisonner sur... Ça veut dire que ça rejoint la demande, et comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on arrête de vendre et sur quoi on veut mettre le paquet, parce que c'est aligné avec les ressources dont on dispose. Ok. Une autre question, vous voulez préciser quelque chose ? Juste une petite précision sur la taille des entreprises. On a constaté en travaillant avec les PME que souvent, il y a une taille d'entreprise... C'est à partir de 10-15 millions d'euros de taille de chiffre d'affaires, ça revient peut-être à une entreprise de 20-30 personnes, je dirais, où ça commence à devenir intéressant parce que avant, on est trop peu nombreux, on peut juste se discuter l'un et l'autre, on prend toutes les décisions. Mais à partir de cette taille-là, on peut. Je constate qu'à partir de cette taille-là, ça devient, ça apporte vraiment une valeur ajoutée au processus. Très bien. Et ça permet de se poser les bonnes questions, d'avancer, tous de tirer dans le même sens, marcher dans le même sens, et c'est vraiment intéressant. Alors, pour parler d'un peu de l'évolution un peu du SNOP, que Pierre Péronnet en avait parlé tout à l'heure, vous l'avez cité, qu'est-ce que apporte aujourd'hui l'IBP, l'Integrated Business Process, Business Planning, pardon, par rapport au SNOP classique? Quelqu'un veut préciser? Allez, chacun. Juste, il y en a qui disent que c'est la phase en valeur du SNOP, parce qu'initialement c'était plutôt une équilibre charge-capacité et quelle projection de stock, et maintenant on veut l'avoir en valeur et donc en contribution. Et d'autres, j'ai tendance à rejoindre plutôt ça, disent que c'est en fait ça vient plutôt de la finance, qui dans sa décision, dans sa volonté d'améliorer la performance, va décider des capex, etc. Mais finalement, les deux se rejoignent. SNOP vient plutôt des opérations, IBP vient plutôt de la finance, et probablement un peu plus du monde des ERP d'ailleurs. C'est pas la réconciliation des deux? L'IBP, c'est pas la réconciliation justement de l'approche financière et de l'approche opérationnelle? Eh ben, finalement, c'est la conjoncture des deux, mais l'IBP finalement vient plus d'une culture financière où je dois à un moment améliorer la performance de l'entreprise, décider de quel capex je mets, mais quand je prends cette décision, de vérifier qu'on va atteindre les résultats escomptés. Et là, je rejoins la partie opération et inversement, les opérations. Le directeur financier participe maintenant donc au schéma sur l'IBP. Ah oui. On est d'accord. Même dans le SNOP, c'est pour ça que les deux se mélangent aujourd'hui. C'est pas. Enfin, ce qui n'était pas le cas au départ. Non, au départ, c'était vraiment opération. C'est l'étape de maturité. Les opérations utilisaient le SNOP pour expliquer à la direction de quoi ils avaient besoin. Mais c'était très porté par les opérations. D'accord. Et maintenant, qu'on dit, c'est le directeur général qui doit porter le SNOP et donc le IBP, parce que sinon ça ne marche pas, faut pas bien sûr. d'illusion.
Le monde financier rentre. Mais c'est la réconciliation aussi des KPIs, avec les KPIs financiers, opérationnels, on réconcilie les deux pour avoir une seule approche, oui. Le point du SNOP, quand on parle de collaboration, c'est que tout le monde n'a pas le même langage, en fait. Que ce soit commerce, production, ça c'est clair, oui. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un plan, un KPI. Il faut que ce soit un ensemble qui parle à tout le monde. D'accord. Éventuellement décliné en langage propre aux différentes fonctions. Ok. Juste pour... Oui. Oui. Non, juste pour compléter, je crois que les termes, il y a beaucoup de sémantique et de termes sur IBP et SNOP. Il faut dire en français planification d'activité intégrée pour tout le monde. Et le SNOP, donc Sales and Operation Planning, en tout cas nous dans notre vision, il intègre forcément la partie financière. Oui. Pour nous, il intègre. Dès le départ, vous aviez pris en compte cette partie. Je ne vois pas comment on peut faire uniquement l'adéquation charge-capacité si on raisonne à 18 à 24 mois, qu'on a des investissements à faire sur des lignes et des choix, si on ne met pas la finance là-dedans. D'accord. Ça ne rime à Donc rien. pour vous, ça n'a rien apporté de plus, l'IBP? Nous, en tout cas, dans notre conception, notre conviction, et on travaille depuis 20 ans avec ça, et je a commencé avec Marc sur ces sujets-là, quand j'étais chez Marc, on avait déjà ces visions. Ces visions financières. Voilà, donc, et alors, au niveau des éditeurs, justement, est-ce que ça a changé quelque chose, l'IBP? Est-ce que vous en faites? C'est de la progression dans la mise en œuvre, nous, qu'on vit avec nos clients. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'une montée en puissance. Là, sur ces questions financières, c'est vraiment particulièrement à l'œuvre. Donc il y a des évolutions. Un SNOP commence souvent, ou peut commencer en tout cas, pour ceux pour lesquels c'est une bonne chose, par des approches volume, heure. On ne se l'interdit pas, en tout cas nous, dans nos outils, on ne l'interdit pas à nos clients. Ensuite, il y a une montée en puissance sur la partie financière. Introduction d'indicateurs, on peut parler indicateurs, il y a du CA, de la marge, il y a de l'atterrissage budgétaire, il y a la valorisation des heures supplémentaires. Que vous avez rajouté à vos qui existe depuis qu'on a fait le sujet. Vous-même, d'accord. On n'a pas attendu la notion IBP pour le rajouter. Par contre, dans la mise en œuvre, on voit bien que c'est des étapes de maturité jusqu'à ce que pour, je dirais, les plus avancés de nos clients, ils en viennent à finalement remplacer des processus historiques ou mettre dans l'entreprise, notamment le budget, où le budget, dans une phase intermédiaire, peut être un jalon auquel je compare mon SNOP pour voir où j'en suis et comment j'atterris. Et puis, dans une étape de maturité plus importante, c'est mon SNOP qui génère mon budget, ce qui veut dire quand même qu'il faut se rendre compte, ce que ça veut dire, c'est organiser une certaine révolution culturelle dans certaines entreprises, quand on voit la place que prennent les exercices budgétaires. Voilà, il y a vraiment une confiance qui a été prise, une inclusion massive des équipes, de toutes les parties prenantes, pour que ça se passe dans le SNOP, et c'est le SNOP qui devient la référence de tous pour le budget et du coup pour les actionnaires aussi. Donc voilà, c'est ça qu'on vit avec nos clients, c'est cette progression. Ça prend souvent quand même plusieurs années. C'est pas comme ça. On va y revenir. Peut-être juste pour compléter sur la pour compléter, on voit bien que la frontière entre l'IBP et le SNOP, elle n'est pas toujours très claire. Non, c'est ce que j'ai le sentiment. Et je pense que pour moi, IBP et SNOP, c'est des concepts. C'est des concepts, mais en fait, dans un outil, à partir du moment où on a les données, on a les deux informations, on a un moyen de planifier. Faut-il prévoir quand même d'avoir la structure de données adaptée? Oui, mais aujourd'hui, effectivement, je pense que la plupart des outils l'ont depuis un moment même. Et donc, on peut prévoir tout ça, donc on peut projeter... Il n'y a pas eu de version IBP chez vous, par exemple? Il y a eu... forcément, on est une société assez jeune, on est né en 2014, donc on a commencé par les fonctions fondamentales, mais depuis 2 ans, on intègre des fonctionnalités IBP parce que c'est nécessaire, donc pour projeter des chiffres d'affaires, pour projeter des stocks immobilisés, par exemple. Ou encore, là, pour nos clients les plus avancés, ils font la planification de leur prix de vente dans le système. Donc toute cette dimension financière, elle est clé aujourd'hui. Pour aller dans ce sens-là, pour aller dans le sens de Nicolas, c'est vrai que les outils sont très importants sur la partie finance du SNOP, parce qu'on va faire des simulations. Je repense à un client dans lequel il avait par exemple deux entreprises, une qui vendait à l'autre, etc. Donc il faut intégrer aussi cette notion de coût de cession, etc. Et ça, c'est vrai que les outils sont très pratiques dans les calculs pour faire des scénarios financiers. D'accord. Un des intérêts également de la partie valorisation, parce qu'on retrouve dans la partie IP, c'est la valorisation finalement de la décision d'activer tel ou tel levier. Et c'est là qu'on peut justement avoir des indicateurs qui sont telle décision va avoir tel ou tel impact sur ma marge, et c'est un facteur de décision qui sera au même titre que je passe pas la capacité, qui est plutôt historique, et qui permet de piloter de manière plus alignée. D'accord. Oui. Alors, juste effectivement, les outils sont clés sur ces dimensions-là.
comme le disait Pierre, notamment, il faut comprendre ce que tu disais, Pierre, c'est l'approche par famille qui est essentielle. Les décideurs ne vont pas rentrer à la SKU pour simuler quelque chose. Donc, ce qui veut dire que ça appartient aux outils via une simulation qui peut se situer sur un niveau très agrégé de famille, d'éclater la décision pour aller retrouver des marges individuelles par produit, alors avec des mécanismes au prorata du mix, etc. On ne rentre pas dans le détail, mais aller retrouver des niveaux de marge individuels par produit ou par client, pour ensuite consolider l'impact de la décision envisagée, et réafficher les indicateurs dont on parlait tout à l'heure. Donc là, cette mécanique-là, j'évoque en quelques secondes, elle doit se faire de manière complètement transparente, en 3 ou 4 secondes maximum. Donc là, effectivement, financiariser, ça veut dire embarquer ça dans les outils, et ça se fait facilement dès que l'outil est capable de Alors, je vois que ça appelle à pas mal de réactions, donc on va commencer rapidement. Si très vite. Non, ça rejoint le sujet de collaboration qu'on disait tout à l'heure. En fait, on parlait beaucoup de collaboration entre clients, fournisseurs et une entreprise pour véhiculer l'information. Mais là, c'est plutôt une collaboration au niveau des fonctions de l'entreprise, entre la finance, les achats, supply chain et les opérations, où finalement chacun doit amener ses données par rapport à un nouveau scénario qu'on établit. Par exemple, la matière va augmenter de 20% sur cette famille. Sur quel scénario on travaille? Et là, on sort en fait de la routine et donc de toutes les données de base de l'entreprise. Il faut y ajouter des données financières, des scénarios, comme on le disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas anticiper et mettre tout à l'heure sur ce le transport, le prix du transport. Alors, qu'est-ce que va être le prix du transport dans 6 mois? On reviendra sur ce point très délicat et très important qui est le problème des données dans une question suivante. Mais je voudrais juste terminer sur ce sujet parce que je vois que vous voulez réagir. Je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane sur la nécessité de travailler une maille agrégée puis ensuite de le rééclater sur des niveaux. Ça permet ensuite de le réagréger sous d'autres axes et d'éclairer sous différentes perspectives qui sont utiles pour la prise de décision avec d'autres métiers. D'accord. Juste pour rebondir aussi également, comme disait Stéphane, on a un niveau 20 familles, on est sur des macro-gammes, donc on peut dire finalement c'est assez simple à modéliser sur Excel, et souvent les clients le font sur Excel au départ, mais dès qu'on commence à rentrer dans des logiques de scénario et de financiarisation, là ça devient beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Et c'est là tout l'intérêt des outils. D'accord, très bien. Alors je voudrais revenir sur un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, et je voudrais que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Vous avez parlé de maturité et de degré de maturité. Alors aujourd'hui, quels sont les degrés, qu'est-ce que vous préconisez comme passage obligé de maturité? Comment doit-on commencer? Là, on vient de parler d'une phase finale peut-être qui est aujourd'hui d'intégrer la finance. Mais c'est quoi les degrés de maturité? Quelqu'un veut intervenir? Oui. On en voit, si je simplifie, on en voit 4, mais pas forcément sur tous les axes. On ne se parle pas, on est en silo, chacun de la direction a ses propres objectifs et on est objectivé. Bon, on a peu de chances d'arriver en commun. On commence à parler ensemble. Là, on ne parle pas de Cenopi à ce moment-là. Oui, là, chacun est dans son coin. Donc, il y a éventuellement une direction qui est déclinée sous forme d'objectifs individuels, mais ça... Voilà, là, on n'a pas commencé à faire des process. Niveau 1, on commence à se parler déjà entre fonctions, au sein de l'entreprise. D'accord. Niveau 2, on intègre également les partenaires extérieurs, internes. Et niveau 3, niveau au-delà, on se projette justement avec ces indicateurs intégrés sur un pilotage qui va dans le même sens. Est-ce que chaque étape doit être suivie? C'est-à-dire qu'on le fait dans l'ordre ou est-ce qu'on peut aller directement à l'intégration? Pour le simple, est-ce qu'on intègre les fournisseurs et les clients avant même de s'être intégrés dans un premier temps? C'est difficile de brûler les étapes. Bon, d'accord. Oui, Pierre Fournet. Pour aller dans le sens aussi, il y a un point qui me semble en tout cas essentiel dans les domaines où on travaille, donc l'habitat, l'agroalimentaire, mais tous les domaines où il y a du flux. Je ne parle pas des domaines make to order, engineering to order, c'est un peu différent, mais c'est d'avoir déjà mis en place un processus prévision. Parce que c'est quand même la première étape. C'est la première étape du processus. Si on n'a pas de prévision, on ne peut pas faire derrière d'analyse de capacité. Donc il faut déjà mis en place un processus de prévision pour vraiment attaquer un processus. D'accord. Quelqu'un veut compléter? Non. Pour compléter juste sur l'autre axe, là on parlait de collaboration, on a l'axe également compréhension de ce que font les outils. D'accord. Parce que un des gros risques, c'est de vouloir aller trop vite sur un outil très perfectionné, très pointu, on se retrouve avec une boîte noire que personne ne sait expliquer au sein de l'entreprise. Et là on perd confiance dans Alors les éditeurs ne peuvent être que d'accord. Je vais compléter, on voit effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur les
phases C'est quoi, de maturité. c'est quoi les étapes de maturité? Pour vous, c'est les mêmes? Maturité, mais nous, ce qu'on vit en fait, surtout pour revenir au sujet de la table ronde, c'est les crises aussi qui favorisent la maturité. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, ça se documente, des étapes de maturité, progresser sur un sujet, sur plusieurs axes. Il y a les process, il y a les organisations, il y a les outils. Bon, ok, mais les crises en ce moment, elles poussent effectivement à une remise en cause des process actuels. Et souvent, indépendamment des réflexions qui peuvent être sous-jacentes dans les entreprises, c'est les crises qui vont servir de révélateurs. Voilà, donc les crises de disponibilité matière qu'on vit en ce moment, voilà, les crises dont on parle. Hein. Moi, j'ai un client avec lequel j'ai échangé il y a quelques semaines, sécheresse cet été. C'est un client qui fait des ingrédients dont je commence à vous parler tout à l'heure. Sécheresse cet été, il ne peut pas récolter ses produits. En tout cas, le faire plus tard que d'habitude. Bon, à la limite, pas de problème, il les récoltera plus tard. D'accord. Oui. Autre problème quand même, c'est un client en Belgique, risque de coupure d'énergie cet hiver. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait? Du point de vue, contrainte de récolte, il est obligé d'attendre, ou alors il a des pertes de produits. Du point de vue contrainte énergétique, il serait obligé d'anticiper et de faire maintenant, de peur de devoir arrêter sa production pour des raisons énergétiques. Donc, il doit prioriser ces choses-là. Et là, ça met le sujet... Ça accélère la maturité. Ça accélère la maturité. Après, l'entreprise, elle s'adapte. Quand elle n'a pas le choix, elle s'adapte. D'accord. Oui, et puis, dernière précision sur ce sujet, parce qu'on a encore pas mal de questions. C'est un très bon point de dire que les crises font prendre de la maturité aux sociétés aussi. Juste pour la petite histoire, je me rappelle d'un client, quand le Covid est arrivé, ils se sont retrouvés du jour au lendemain à travailler chez eux plutôt qu'au bureau, donc télétravail, avec des confinements qui s'ouvraient et qui se fermaient dans tous les pays d'Europe. Et donc du jour au lendemain, sur Colibri, ils ont travaillé en collaboration sur la plateforme web, tous les jours, dire qu'est-ce qui se passe, qui ouvre, qui ferme, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on pousse, qu'est-ce qu'on retient. Et tous les jours, ils ajustaient ça et ça leur a permis de traverser le Covid de très belle façon en fait. D'accord, ouais. Et ils sont sortis du Covid avec beaucoup plus de maturité qu'avant et beaucoup plus assidus sur Colibri, ce qui m'allait bien aussi. D'accord. Alors, justement, merci de ces précisions. Je crois qu'on a compris que la maturité, c'était pas quelque chose qu'on décidait à l'avance, mais que ça pouvait être... Et c'est vrai que le Covid a quand même favorisé pas mal de changements. Et pour revenir un peu aux spécificités, parce que chaque entreprise se considère très spécifique, et à tort ou à raison, mais comment vous abordez ces problèmes de spécificité, que ce soit en termes de consulting ou d'éditeur? Est-ce que vous leur imposez un moule de process, ou est-ce que... Alors, Pierre, prenez rapidement. C'est très intéressant votre remarque, parce qu'en fait, nous, on arrive avec nos bonnes pratiques, on connaît nos bonnes pratiques, on sait qu'il y a un processus de prévision, comment il doit être conçu, un processus SNOP. Et en fait, tout l'art, notre métier, entre guillemets, c'est de faire adopter ce processus cible aux clients. Donc, bien sûr, on les fait travailler en atelier, mais on les emmène vers ce processus cible. D'accord. Alors, ce que je disais tout à l'heure, les processus cibles, il ne faut pas qu'ils soient rigides. Donc, les étapes vont varier en fonction des clients. Un processus de prévision de vente, j'en ai fait peut-être des dizaines et des dizaines, mais c'est jamais le même dans les... Ouais. Et pourtant, quand on regarde, c'est toujours un processus de bonne pratique. Donc, il faut être très souple, mais toujours aussi garder à l'esprit le client de l'emmener vers les bonnes pratiques. Donc, d'accord. C'est ça notre D'accord, très bien. Oui, vous voulez compléter. Vous abordez un sujet qui est critique ou stratégique pour un éditeur logiciel. Pour un éditeur, ça a toujours été, Parce qu'on a tous connu, on connaît tous le spécifique, le développement spécifique, spécifique le métier, développement spécifique. Il y a deux écoles, soit développement spécifique, soit on enrichit la R&D. Le développement spécifique a l'avantage d'être beaucoup plus rapide à faire et moins cher. Par contre, il est, on va dire, sclérosant pour un logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a à peu près 75 clients. Si on avait 75 versions de Colibri, quand vous voulez faire une montée de version, ça fait 75 non-régressions, c'est quasiment impossible. C'est impossible, bien sûr. Et donc, on a pris le parti pris dès la création de Colibri de dire, on va créer un code unique pour tout le monde. On met toute la R&D à travailler avec les clients sur des nouveaux use cases. Alors, il faut attendre un petit peu, ça prend 3 ou 6 mois à la place de 2 semaines. Mais on enrichit et on donne accès à toutes ces nouvelles options, à tout le panel de clients. Et du coup, ça rend l'outil super évolutif et on fait des livraisons continues toute l'année. Ouais, très bien. Oui. Je vais compléter juste par suivant une industrie, quand on est dans la cosmétique, le sujet du SNOP, c'est plutôt qu'est-ce que je vais introduire comme produit plus rapidement ou moins rapidement. Ouais. Évidemment, quand on est dans le pneu, comme Michelin, qui est quand même une des références en termes de SNOP, c'est vraiment le prix de revient et comment est-ce qu'effectivement je maîtrise mes coûts pour atteindre... Donc évidemment, d'un environnement à un autre, les sujets de toute façon de discussion au niveau du SNOP ne sont pas du tout les mêmes. Bien sûr. Mais si, par exemple, moi j'ai vu des environnements où... Vous parlez de Michelin même par segment d'activité.
activité, c'est-à-dire le poids lourd par rapport à l'automobile. En général, on cloisonne par rapport aux ressources qui sont partagées et mutualisées ou par région. Mais l'important, c'est qu'effectivement, quand on est à l'affaire, aujourd'hui, la décision, c'est qu'est-ce que je dois acheter comme composant compte tenu de la crise pour que je puisse faire mes machines à terme. Et donc, c'est toute la réflexion de ma nomenclature pour avoir les composants à long délai. Et le risque que je prends à les acheter aujourd'hui par rapport à l'évolution potentielle des machines. C'est pas Hardy, vous vouliez compléter, merci. Oui, alors sur l'aspect métier, c'est vrai que nous, on l'a pris par deux aspects. On l'a pris par l'aspect niveau de personnalisation particulièrement important. Le SNOP, c'est quand même un outil de pilotage, c'est un outil qui est mis dans les mains de la direction générale. Donc en général, il ne s'agit pas de lui pousser, que l'éditeur lui pousse artificiellement. Il risque de se reprendre ses développements dans la figure. Donc il y a un niveau d'adaptation qui est particulièrement fort. Et il faut que chaque entreprise, indépendamment de ses particularités métiers, puisse vraiment personnaliser son processus, sans que ça soit lourd et toujours effectivement prêt à l'emploi, mais aussi personnalisable. Donc là, aux éditeurs de faire ce qu'il faut pour que ça soit les deux. Oui. Et le deuxième point, c'est que les particularités métiers, souvent, je dirais, si on en fait à chaque client, effectivement, ça s'appelle un spécifique ou un standard. OK, mais en fait, une particularité métier, c'est souvent une tendance et quelque chose d'assez lourd qui demande un investissement potentiellement de plusieurs années à des éditeurs. Je parlais tout à l'heure du frais, ça veut dire, par exemple, être capable d'avoir une double vision, à la fois en mois sur 18 mois, tel que c'était évoqué, pour l'aspect commercial, parce que le directeur commercial, atterrissage budgétaire, moi, si je pilote en mois, ça me suffit. Par contre, est-ce qu'on passe au mois de décembre l'année prochaine, je fais des produits festifs, en regardant, ça peut passer globalement au mois de décembre, mais absolument pas passer sur la semaine 32, excusez-moi, la semaine 52. Et du coup, avoir besoin X mois à l'avance, on est bien dans le cadre du SNOP, d'être analysé à ce grain-là. Donc là, cette gestion de double maille, c'est pas juste un développement pour un client. Si on peut prendre d'autres exemples, j'en prendrai qu'un seul, l'équilibrage matière. On a certains clients qui vont être très contraints avec des flux poussés, travailler dans l'agroalimentaire, des flux poussés par la contrainte agricole, des flux tirés par des clients extrêmement exigeants, souvent, qui s'appellent la grande distribution. Donc là, il y a une réconciliation de flux, il y a des niveaux d'équilibre à trouver. Il faut pouvoir, par exemple, pousser de la pénurie. On parlait nos contraintes matières, on n'a pas dit encore comment on les traitait. Ces contraintes de disponibilité, ça veut dire quand même des processus qui vont à l'envers de ce qu'on pratique d'habitude. D'habitude, on fait du flux tiré, on part des clients et on dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut approvisionner. Là, on fait dans l'inverse. On prend des contraintes et on les repousse chez les clients. Et on ne repousse pas des volumes, on repousse des absences de volume. Donc là, c'est des choses qui se capitalisent dans les outils sur plusieurs années pour arriver avec des fonctions adaptées. Et après, il y a une personnalisation client. Mais là, on doit être effectivement sur du tuning plus fin. Merci. On arrive un peu vers la fin des deux dernières questions. Je voudrais vous poser une question, moi, qui me paraît stratégique et qui a toujours été une difficulté dans ce domaine, c'est comment intégrer les données. Quelles recommandations vous feriez pour dire comment ils doivent aborder ce problème qui est crucial, parce que si on n'a pas de bonnes données, on ne peut pas faire une bonne planification. Oui. Ça commence par simplifier, en fait. Justement, au niveau du SNOP, les ERP quand même fournissent aujourd'hui un volume d'informations significatif. Et après, toute la question, c'est comment je la simplifie pour amener à des décisions. Et si je simplifie effectivement cette exploitation de la donnée, ça me permet effectivement de ne pas endormir mon comité de direction avec beaucoup de données, mais plutôt... voilà. Et dans l'approche de valorisation, il y a historiquement beaucoup une vision de prix de revient industriel. Et là, on n'est pas sur le même concept entre coût fixe et coût variable. On n'est plus sur j'ai un PRI donc j'ai telle marge, on est plutôt globalement mon entreprise, je peux potentiellement prendre ce volume, ça va peut-être pas me faire une contribution majeure, mais ça va l'augmenter, ou pas. D'accord. Et dans d'autres cas, ça va me pénaliser parce que je vais prendre de la capacité à un produit sur lequel je fais plus de marge. D'accord. Et donc c'est ces échanges-là qui sont intéressants et non plus les approches PRI qui étaient des approches industrielles. Quelqu'un veut compléter ? Sur les données, donc c'est pour ça on parlait tout à l'heure par exemple, sur la partie prévision. Si on a un outil de prévision, on peut tout à fait avoir des données à différents niveaux agrégés. Donc si on veut travailler la famille avec un outil de prévision, on a des prévisions à la famille, donc c'est très facile d'intégrer les données de l'outil de prévision dans l'outil SNOP ou dans son processus SNOP. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est quand on doit faire en production, on travaille la famille et qu'il faut raisonner avec des macrogammes. Donc là, c'est aussi intéressant d'avoir des outils pour gérer des macrogammes dans l'outil de SNOP. D'accord. Il y a un travail à la fois de récupération d'infos. Alors attendez, effectivement, je pense que c'est quand même souvent... Alors, il y a des questions techniques sur les données.
mais elles passent dans nos outils, elles deviennent quasi secondaires. Enfin, on est en général outillé pour traiter ça, donc il reste des questions métiers importantes. Le niveau de granularité, c'est Et vous travaillez avec des consultants d'ailleurs pour travailler sur tout en amont de tout ça ou c'est... Alors effectivement, déjà effectivement les consultants, on l'a dit tout à l'heure, peuvent servir effectivement à préparer le terrain et c'est clair qu'il y a des sujets plutôt sur la maturité. Nous, on peut aussi accompagner souvent sur la partie données. Je dirais là, il y a un terrain de recouvrement entre le savoir-faire des sociétés de conseil et le savoir-faire de ce qu'on peut proposer. En tout cas, nous, ça nous arrive souvent de faire des diagnostics sur la partie données parce que effectivement, évaluer ces niveaux de détail et la maturité, ça peut se faire. Votre éditeur Une recommandation de plus sur comment intégrer les données? Pour compléter la partie données, donc Guillaume a parlé du niveau de détail qu'il faut savoir agréger. Il y a également la capacité à récupérer de la donnée. Simplifier, oui. Récupérer de la donnée qui n'existe pas forcément dans l'entreprise. On a par exemple besoin d'aller chercher chez les clients pour avoir une meilleure perception de ce qui se passe. Ouais. Et la donnée de cette nature-là, elle n'est pas forcément toujours chiffrable, uniforme, et ce qui est un peu délicat à rentrer dans un système. Donc on a besoin de capacité également de rentrer de la donnée de manière plus ou moins informe et de savoir ensuite la retraiter pour prendre les bonnes décisions. Mais il faut se lancer dans le process souvent pour fiabiliser la donnée. C'est-à-dire que sinon, on enclenche par quel bout on commence. On fiabilise la donnée, oui, mais c'est un effort long. Si une donnée n'est pas fiable depuis 5 ans ou 10 ans dans une entreprise, c'est que voilà, il y a des choses qui font qu'il y a des freins à le faire. Donc il faut déclencher ce qu'on disait tout à l'heure, une utilisation de la donnée pour que du coup, une donnée utilisée, c'est une donnée que l'entreprise va fiabiliser et puis on s'améliore après dans le temps. Nicolas Comard, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Alors c'est vrai que les éditeurs, on investit tous énormément pour faciliter la transaction de données, l'interfaçage de données avec souvent les ERP. Parce que chez nos clients, souvent, la ressource de l'IT qui va faire les interfaces, c'est souvent déjà critique et déjà saturé. Donc aujourd'hui, les éditeurs vont vraiment vers la simplification pour que ça ne génère que quelques jours de travail de chaque côté et que ça rende la mise en place plus rapide. Et j'ajouterais juste quelque chose, c'est intégrer la donnée, oui, il y a une vraie question de quelle donnée. Je pense notamment à un exemple. C'est ça dont on parle, j'ai travaillé avec un client qui est dans le pneu et il avait mis le cours du caoutchouc dans ses écrans de prévision. D'autres qui mettent les avis consommateurs des produits quand ils sont en B2B2C. Donc ces données, des paramètres exogènes qu'on va chercher sur le web par exemple, permettent aux prévisionnistes de dire voilà, que ça me donne un feeling sur comment va évoluer le produit. Bien sûr. D'accord. Oui, une dernière précision. Oui, non, c'est comme le dit Nicolas, je pense que c'est très lié à quelle décision on peut prendre. Donc, est-ce qu'on doit monter en 2.8 ou en 3.8 et c'est quoi les éléments qui vont faire prendre cette décision? Est-ce qu'effectivement, si j'ai la demande de la Chine en métal qui explose, forcément, je vais avoir une situation de pénurie. Et donc, quels sont ces éléments que je dois capter pour finalement prendre les décisions au niveau de mon process? D'accord. Allez, une dernière précision alors. C'est très vrai, dans la construction du processus SNOP, une des premières étapes, c'est l'identification des leviers qu'on souhaite activer et les mettre au bon niveau. Est-ce que c'est un levier de nature SNOP, plutôt PDP, plutôt opérationnel? Et de là en découle de quelles données on a besoin pour pouvoir faire fonctionner cette prise de décision. Alors, merci. Une dernière question que je voudrais vous poser, mais qui est presque devenue une question incontournable. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle, alors je ne m'adresse pas qu'aux éditeurs, mais aussi aux cabinets de conseil, va modifier, va apporter quelque chose qui va modifier le process et l'approche du SNOP? Qui veut parler de ça? On parle de... Comme la question est adressée au conseil. Au conseil et aux éditeurs. On croit beaucoup à l'IA pour identifier les signaux faibles et effectivement ensuite les exploiter. Le deuxième zone d'application, c'est dans la correction automatique de la data parce qu'il manque souvent quelques données dans les systèmes et d'être capable d'avoir des systèmes qui détectent qu'il y a une donnée manquante et je vais la remplacer par une donnée avoisinante mais qui va pas complètement tout me chambouler, ça évite de se retrouver face à des chiffres qui sont complètement incohérents. Et donc cette IA peut vraiment aider pour automatiser des choses qui peuvent être très chronophages, sinon parce qu'on n'a pas eu une interface qui a tourné à tel endroit et donc on ne décide pas de reprendre les données du mois passé pour pouvoir avoir une réunion constructive. Je prends un exemple. Peut-être pour compléter, en effet, la correction automatique des données, c'est un point très utile de l'intelligence artificielle. Un autre point intéressant au niveau des prévisions, c'est d'identifier des profils de lancement qu'on peut appliquer à un nouveau produit. On a un nouveau produit avec telle caractéristique, l'IA va pouvoir nous chercher des profils de lancement correspondant à ce nouveau produit. Donc ça, c'est très intéressant. Idem pour les promos, même principe, on cherche avec l'IA des profils de promo qu'on peut adopter à une nouvelle promotion. D'accord.
Quelqu'un Les veut éditeurs. compléter? Oui, Oui, bah, les éditeurs, oui. bon, déjà, L'IA, on a beaucoup est-ce que vous travaillé- avez intégré l'IA dans vos outils? Oui, alors les algorithmes, Question. les algorithmes qu'on utilise maintenant ont déjà plus rien à voir avec ceux qu'on utilisait il y a 5 ans, il y a 10 Et ans. qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Alors, ce qui est nouveau, c'est la rapidité de calcul par rapport à la volumétrie de données qu'on utilise. Mais en quoi c'est de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, ensuite, ça vient pour suggérer. Il faut revenir au débat. Le SNOP, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, aujourd'hui, effectivement, là, on en est des algorithmes. On sait exploiter très rapidement, de manière calculatoire, les conséquences de scénarios envisagés, de simulations envisagées. On inclut déjà, et c'est notable, hein, c'est un scénario tactique. On n'est pas là pour faire de l'ordonnancement fin ou de l'optimisation court terme, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est déjà un vrai apport. Ce qui était faisable aujourd'hui avec des process qui moulinaient, aujourd'hui, on est de l'ordre de quelques secondes pour montrer les conséquences et être déjà des vrais outils d'aide à la décision. Ce qu'on peut attendre demain, et là, c'est des travaux Voilà, en cours chez nous. Hein, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons? C'est de suggérer des orientations, c'est-à-dire c'est de passer à un mode où on suggère des orientations, où au lieu, aujourd'hui, par exemple, dans nos outils, on peut simuler, parce que le SNOP le permet sur son horizon, le décalage d'un effort promo d'une période A à une période B, parce que peut-être que, voilà, point de vue du capacitaire, c'est intelligent stratégiquement de le faire. L'idée, c'est que demain, ça soit le système qui puisse suggérer ces arbitrages-là. Ça peut être un premier sujet, donc notamment sur ces parties promotionnelles, être en mode suggestion. Et le deuxième chose, c'est de tirer éventuellement des conséquences supplémentaires des scénarios envisagés par les décideurs, en disant, voilà, si vous allez vous muscler sur le bio, peut-être que le bio, c'est peut-être des produits plus petits grammages que des boîtes familiales. Donc, ça veut dire peut-être orienter industriellement sur tel type de choses. Ça veut peut-être dire, du coup, avoir telle nature de non-performance, parce que quand je fais des petits formats sur mes lignes de production, je vais peut-être avoir plus de tels ou tels aléas, ou je vais avoir des choses qui vont se révéler sur le plan industriel. Et donc, c'est de passer à un mode suggéré, en accompagnement, en faisant des propositions complémentaires, vis-à-vis des simulations réalisées. Ça permettra d'aider dans des environnements un peu comme aujourd'hui, un peu difficiles à prévoir. De rajouter de la valeur et de venir en complément. Aujourd'hui, les décideurs, ils doivent avoir, même s'ils sont bien outillés, ils doivent avoir aussi beaucoup de choses dans la tête. C'est bien aussi pour ces l'intelligence artificielle aide de plus en plus. Alors, ça me fait penser, je constate aussi en ce moment que tout le monde a un gros problème de pénurie de ressources dans le monde de la planification. Les demand planners, les approvisionneurs, ça bouge beaucoup et on a de moins en moins de personnes pour le faire. Donc là, l'intelligence artificielle, elle permet d'automatiser plein de choses en fait. Elle permet de faire des analyses de clusterisation, des regroupements de produits en fonction de comportements, des analyses d'élasticité de prix. Enfin, il y a énormément de domaines d'application, la correction des historiques. Des accidents, trouver des accidents du passé, les corriger pour pouvoir avoir des algorithmes plus fiables. Il y a plein de domaines sur lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir intervenir et surtout automatiser les choses. On a un client d'ailleurs qui a tout automatisé du début à la fin. Demand planning, supply planning, mise en place de lancement des ordres, parce qu'on a des pénuries de ressources dans ce secteur-là aujourd'hui. D'accord. Bon, une dernière intervention et on va passer aux questions-réponses des internautes. Un point sur lequel je souhaiterais rebondir, c'est la partie clusterisation, justement, sur lequel on commence à avoir un certain niveau de maturité avec les outils d'intelligence artificielle, notamment, qui permet de se projeter sur l'adaptation de nos décisions et de nos modélisations du SNOP. C'est un point qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué, mais ça fait partie des principes de base du SNOP, c'est qu'il y a quand même besoin de segmenter soit ses clients, soit ses produits, pour pouvoir donner une réponse adaptée. Le one size fit all ne marche pas forcément. Et justement, l'IA peut aider à définir, on parlait de signaux faibles, les catégories d'articles, les catégories de clients. Le tout, c'est de réussir à leur donner un sens, par contre, à ces segmentations. Oui, peut-être une dernière, peut-être que vous voulez... Non, c'est bon, on a fait le tour. Eh bien, écoutez, merci. On va maintenant passer à la deuxième phase des questions que vous nous posez, vous les internautes. Je crois qu'il y en a beaucoup, donc on va commencer. Alors, on va demander à Hervé, notre sympathique voix off, de nous les exprimer. Bonjour à tous, bonjour Norbert. Comment intégrer les contraintes ESG dans les processus d'optimisation ? Qui veut répondre ? Oui. Tout ce qui est contraintes environnementales, c'est des choses qui sont en effet très importantes aujourd'hui, qui peuvent être calculées. On les voit beaucoup, c'est des choses qu'on peut intégrer dans les outils. Nous, on a des demandes de plus en plus fortes chez nos clients.
Dans nos métiers, ça joue beaucoup sur la partie transport, qui est quand même une grosse... nous, il y a les grosses sources d'émissions de CO2, c'est le transport et les entrepôts. Donc on peut en effet modéliser ces points-là. Alors, en plus, aujourd'hui, il y a des outils sur le marché qui peuvent aider, des outils, des dispositifs comme Fret 21 qui sont promotionnés par la UTF, l'association des usagers du transport fret. Et donc on peut faire son propre bilan carbone gratuitement, c'est important que les gens le sachent, être accompagné par un conseil ou pas, mais déjà il y a des outils qui existent, qui sont gratuits via Fret 21, qui permettent de faire son bilan carbone, de définir les actions qu'on va mettre en place pour améliorer son bilan carbone sur 3 ans, et regarder en bout de 3 ans. Alors quand je dis bilan carbone, c'est au niveau transport, là c'est vraiment très important. Mais il y a des choses qui existent. Et en effet, dans les outils, si on parle des outils, on peut tout à fait rajouter des composantes CO2, on sait ce que c'est qu'un kilomètre transporté, on sait ce que c'est que c'est des achats, et on peut calculer derrière des émissions de CO2 correspondantes. D'accord. Nicolas Comard, vous voulez compléter ? Oui, alors on commence à avoir de plus en plus de questions sur ce sujet-là quand on discute avec les entreprises qui font du SNOP. Et en fait, on a déjà intégré, je pense que Vif a dû le faire aussi, on a déjà commencé à intégrer toute la dimension bilan carbone d'une décision qu'on va prendre. Quand je suis en mode SNOP, que je décide de faire du stock, que je décide de passer par un fournisseur A plutôt qu'un fournisseur B, le bilan carbone ne va pas être le même. Donc de la même façon que la marge ne va pas être la même, que le taux de service ne va pas être le même. Et en fait, l'impact carbone devient un des KPI de prise de décision du SNOP. Très bien. Une autre question, Hervé ? Quels sont les secteurs les plus avancés dans la mise en œuvre du SNOP et ceux les plus en retard et pourquoi ? Les plus avancés, ça va être facile, les plus en retard, ça peut être un peu plus polémique, mais alors je pense que les plus avancés, on sait que dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, où effectivement c'est des secteurs qui sont sur des flux et qui sont déjà d'ailleurs bien équipés en termes d'outils. Ceux qui sont un peu plus en retard, on va dire plus les secteurs à l'affaire, donc comme le BTP par exemple, ou les fournisseurs du BTP, mais qui sont en train de le rattraper assez rapidement parce que justement ils comprennent en fait l'intérêt et surtout avec la variabilité de la demande de se mettre d'accord. Paul Géma, vous voulez compléter ? Oui, les secteurs dans lesquels on a encore la chance, je dirais, d'avoir un carnet de commandes ferme suffisamment profond pour pouvoir être sûr que l'utilisation du MRP suffit finalement à la planification. On n'a pas forcément encore un besoin très poussé de programmer, de planifier, parce que le besoin ferme, on peut le mettre directement dans un système et ça suffit en termes de simulation. Je ne dis pas que tous les secteurs qui ont c'est pas une facilité, ce comportement. On ne peut pas dire que c'est général. Oui. Mais par nature, ils ont moins besoin prégnant de SNOP. Oui, compléter. Oui, moi, je n'ai pas de vision globale statistique sur les secteurs, mais ce que je constate, c'est que même pour mes clients qui sont les plus avancés, finalement, il leur reste des choses encore à améliorer sur ce processus. C'est un peu un chemin quand même. Donc finalement, même quand on a franchi des étapes majeures, on voit surtout ce qui reste encore à faire. Un contributeur qu'il s'agit encore de ramener autour de la table parce qu'il n'y est pas, ou des choses comme ça. C'est un process en cours qui doit s'améliorer en permanence. Donc peu importe en fait le niveau de maturité atteint, la question c'est la prochaine marche à franchir pour encore s'améliorer. Une autre question, Hervé ? Quels sont les principaux freins rencontrés dans la mise en œuvre d'un SNOP ? Alors, je pense que c'est l'adhésion du DG. En fait, d'ailleurs, on le voit, je parlais justement avec un grand groupe du bâtiment, quand un responsable de BU a mis en place un SNOP en fait, dans une BU en fait, et qu'il a vécu en fait, l'intérêt en fait, de la démarche, la meilleure chose, dès qu'il change de BU, c'est la première chose qu'il met en place. Donc ça passe par vraiment une adhésion des dirigeants au process. Et après, les modalités, on les aide pour les mettre en œuvre, mais fondamentalement, il faut être convaincu qu'une stratégie ne se met pas en place comme ça. Elle se met en place avec les hommes. Et même dans un secteur agroalimentaire, là c'était assez drôle, en fait, on a abordé le sujet comme un sujet de communication pour l'entreprise, qui était de dire on a une réunion SNOP et chaque responsable a en charge de communiquer les décisions au niveau de l'organisation. Donc ça en faisait un outil de communication. Est-ce qu'il y a un autre frein qui peut... En fait, on rencontre des freins. On parlait tout à l'heure des interfaces, disponibilité des équipes informatiques pour faire des interfaces, qualité de la donnée,
disponibilité des équipes métiers pour mettre en place la solution puis l'accompagner. Mais au final, tout ça, ça revient au même problème. C'est-à-dire que si le directeur général il est convaincu, tous ces freins-là n'existent pas en fait. Ce sont juste des mauvaises excuses. Donc c'est toujours le DG. Ouais, c'est vraiment, enfin, je pense qu'on dit tous la même chose, qui est plutôt bon signe, mais c'est l'humain, effectivement, au sens où, moi je connais beaucoup d'industriels qui veulent faire des projets ou améliorer leur processus, que ce soit outil ou pas outil, mais, et le facteur limitant, c'est l'humain notamment. Il faut voir, pour être en permanence avec eux, les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les équipes supply chain. Elles peuvent avoir très envie d'améliorer leur process et de mettre en place un outil SNOP, mais elles sont, étant donné tout ce qui se passe en ce moment, parfois limite en burn-out. Et donc c'est pas le moment pour faire un projet, forcément. Enfin, elles voient pas ça. Elles ont extrêmement le besoin. Il me le faudrait. Mais aujourd'hui, je suis complètement sous l'eau en mode pompier pour mener effectivement le projet d'amélioration. Un autre frein pourrait pas être le fait d'avoir des difficultés à acquérir les données, justement, pour pouvoir faire... On disait que sans de bonnes données, on ne peut pas faire la bonne planification. C'est un frein, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on a une volonté de la direction générale, c'est des freins. On va y arriver. On va y arriver. Et en fait, on rencontre souvent au niveau des prévisions, le frein qu'on a souvent pour la mise en place des processus prévision, c'est la direction commerciale. C'est d'impliquer la direction commerciale en processus. Et au niveau de la mise en place des processus SNOP, c'est l'implication de la direction générale. D'accord. De manière générale, c'est tout ce qui est silo, baronnie, ça va aller à l'encontre de... Bien sûr. Il faut casser les silos, il faut casser les murs, je dis souvent. Très bien. Hervé, une autre question ? Oui, on a parlé donc pendant cette table ronde du concept plutôt général de SNOP, mais pour vous, qu'est-ce qui est spécifique aujourd'hui? Qu'est-ce qui est nouveau ou complémentaire dans ce contexte plus incertain? On parle beaucoup d'outils, mais est-ce que ces outils existent aujourd'hui pour gérer l'incertain ou est-ce qu'il y a encore des verrous à lever? Oui, alors effectivement, je pense qu'on a un peu abordé, mais on peut l'aborder aussi sur le problème qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, des prévisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tire tout ça à partir de prévisions qui sont basées sur des historiques, etc. Enfin, la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est adapté Est-ce que d'ailleurs, on n'a pas parlé aussi de l'event management, qui est la possibilité de réagir s'il se passe quelque chose de différent? Qui veut répondre à cette question? Je pense qu'effectivement les prévisions sont importantes, mais le contexte aujourd'hui c'est de la pénurie. Et comme je le disais, c'est un choix d'allocation. Et pour qui a fait un processus d'allocation dans les systèmes d'information, c'est très compliqué à décider et ensuite à mettre en œuvre. À dire finalement j'en ai 50, à quel client j'alloue cette quantité et cette ressource disponible. Quand c'est en stock, c'est facile. Quand c'est sur un projeté pour les prochains mois de capacité disponible et d'allocation par marché, ça génère des bonnes discussions dans l'entreprise. Donc ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les indicateurs qui avant disaient il faut un taux de service à 98%, aujourd'hui, notamment j'ai un industriel qui fabrique des chaudières en ce moment, ils ont des taux de service assez bas, mais ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Donc, en fait, c'est un contexte assez différent de savoir à qui j'alloue la ressource, avec une logique un peu de marge, des ressources. Une logique de marge associée derrière. Et ça, c'est pas Tourné, pour compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le monde est incertain, tout change, donc à quoi ça sert faire des prévisions? C'est une sorte de bruit qu'on entend. Nous, on constate chez nos clients que même dans ce monde-là, ceux qui ont mis en place des processus de prévision, ils s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas mis. Donc il y a vraiment, parce que même si c'est incertain, le fait d'avoir un processus... mais est-ce que ces prévisions doivent être uniquement basées sur l'historique ou est-ce qu'il y a, avec l'intelligence artificielle, les données exogènes... Les prévisions ne sont pas basées uniquement sur l'historique, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on va intégrer évidemment l'historique pour avoir une baseline statistique, et après c'est tout l'enrichissement qu'on va en faire au niveau collaboratif avec le commerce par exemple et le marketing, et les événements qui permettent. Donc ça c'est le travail du prévisionniste qui va aller récupérer ces événements, qui va améliorer sa prévision avec tous ces événements, et le travail ensuite de consensus de prévision où on se met d'accord sur un chiffre. D'accord, merci Pierre Fournet. Nicolas Commun? Oui, alors, les prévisions, effectivement, c'est des algorithmes, et on parle aujourd'hui d'algorithmes de type probabiliste, qui vont permettre d'automatiser une vision et d'avoir beaucoup plus de puissance, et d'avoir aussi des algorithmes qui permettent de la réactivité. On parlait de signaux faibles tout à l'heure, mais effectivement, il se passe quelque chose d'anormal, c'est pas comme d'habitude, donc on réagit, on fait des warnings. Donc les algorithmes vont permettre une meilleure puissance de l'ensemble de la prévision, mais ce que je remarque aussi, c'est que plus on est près du consommateur final, et plus c'est automatisable. C'est-à-dire que le comportement du consommateur, effectivement, si on a des données exogènes et les historiques, court terme, on peut s'en sortir avec des algorithmes. Plus on remonte à la source, à l'amont, et plus en fait, il y a l'effet boule-huit, mais plus en fait la demande, elle est biaisée par les stratégies intermédiaires des achats, des productions de chaque entreprise.
Et donc là, plus on monte en amont et plus le commercial qui connaît son client va pouvoir donner une influence positive à la performance de la prévision. D'accord. Oui, une dernière Pour rebondir également dans le dans sens de la question, là où on avait des SNOP qui étaient, quand ils étaient bien réalisés sur l'anticipation, la prise de décision, par exemple d'augmentation capacitaire, de plus en plus, on va devoir donner au niveau tactique et opérationnel finalement le cadre dans lequel ils peuvent réagir. Parce qu'on ne peut pas tout dicter au niveau SNOP. Par contre, on peut donner des bornes. Et je fais le lien par exemple avec ce qu'on voit sur la mise en place du processus DDMRP, DDSNOP, où ce qui est important, c'est pas de dire exactement comment ça va se passer, c'est de donner globalement la direction et de dire vous pouvez réagir dans ces bornes-là. Et ça permet de fonctionner, de laisser au niveau opérationnel la capacité finalement à prendre des décisions qui leur sont propres. D'accord. Stéphane Pardy, une dernière précision. Complètement d'accord. Là, bon, les prévisions peuvent faire des progrès. L'incertain, on l'a bien vu avec le Covid. Voilà, ça peut arriver, et donc les meilleures prévisions peuvent se révéler fausses. La solution, la meilleure qu'on peut apporter, c'est la scénarisation. Et puis surtout, de porter ce process dont on parle depuis 1 heure maintenant. C'est la réactivité de ce process qui fera qu'effectivement, il s'adaptera à des contextes qui changent. C'est la réactivité aux événements, de ce qu'on appelait l'event management à un moment donné. Qui disait les plans sont inutiles, la planification est indispensable. Donc voilà, c'est process first. Process first, le plan que je ferai, mon SNOP est faux. Ceux qui sortent de Colibri ou de Vif, ils sont faux si vous voulez. Mais la question, c'est qu'ils préparent l'avenir, ils mettent l'entreprise en bonne disposition pour affronter effectivement ces contextes incertains et ils permettent aux décideurs d'orienter et de faire au mieux. Alors Hervé, une dernière question ? Oui, quelles sont les qualités attendues d'un responsable SNOP ? Quel est le meilleur profil ? Alors, juste un point, merci pour cette question, parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé. C'est les hommes. On termine par les hommes, on a raison. Et surtout, c'est important, en effet, les hommes et les femmes, d'avoir un responsable SNOP dans l'entreprise. On a parlé des 5 réunions, qui sont parfois avec des honneurs différents, direction commerciale, direction marketing, etc. Mais il faut un vrai animateur du processus, un vrai responsable SNOP, qui anime ce processus et qui s'assure que toutes ces réunions se déroulent. Alors, c'est quoi son profil idéal ? Ce profil, nous on l'a vu, il y a plusieurs cas, il peut venir à la supply chain, ça c'est classique, la supply chain, c'est des gens qu'on recrute pour ça déjà. Mais il peut venir également de la finance. On a vu des gens de la finance qui animent le processus supply chain. Je crois qu'il faut avoir quelqu'un qui ait envie d'animer ce processus. C'est quelqu'un qui comprend évidemment les mécanismes supply chain et qui soit aussi d'une grande rigueur, parce que il faut être, et aussi, qui est important, qui ait une autorité et un charisme naturel, parce qu'il va falloir quand même aller dire on fait les réunions à telle date, il faut respecter les réunions, il y a des comptes rendus de réunions, etc. Donc, voilà, d'accord. Complément ? Oui, effectivement, on s'occupe de faire des recrutements de ce type de profil. Alors, ils ne sont pas faciles à trouver, déjà, mais effectivement, il faut qu'ils aient une vision globale. Donc, ils combinent analytique et communication, parce que... oui, il faut des hommes et des femmes de communication. Ouais, mais aussi de la donnée. Et c'est ça qui est, en termes de... Il faut combiner les deux, parce que, effectivement... La rigueur par rapport à la donnée, mais la capacité d'une certaine souplesse de communication. Oui, parce que sinon, en fait, ça fait des grosses communications s'il n'y a pas de la donnée pour entériner et orienter vers des décisions, parce que la préparation des réunions est clé pour leur efficacité. Une dernière précision ? Oui, une dernière précision, donc je suis complètement d'accord, et j'ajouterais la curiosité, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui va être central au milieu de tout le monde. Il va falloir qu'il ait envie de comprendre comment ça marche la production, comment ça marche les clients, comment ça marche la finance, pourquoi le directeur il prend telle décision. Donc c'est quelqu'un qui va avoir envie de comprendre toute la transversalité de l'entreprise. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on arrive à la fin de ce débat. J'aurais voulu, mais alors de manière synthétique, que vous puissiez donner peut-être une ou deux recommandations à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour terminer le débat, mais vraiment de manière synthétique. Pierre Fournet. Je crois que le débat était intéressant. Ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore mis en place de processus SNOP, il faut y aller. C'est quelque chose qui est important. Ça apporte beaucoup aux entreprises et ça permet vraiment d'apporter un atout concurrentiel à son entreprise. Très bien. Nicolas Comard ? Oui, tout à fait. Alors je dirais que effectivement, ça concerne tout le monde. Il faut pas vous viser trop loin dès le début. Il faut y aller pas à pas, étape par étape. Commencer par les prévisions, la planification. Pas brûler les étapes. Ça sert à rien de brûler les étapes. Autant y aller doucement, mais sûrement. Guillaume Détouche. Oui. Pardon, je vous passe à vous. Guillaume Détouche. Je ferai Stéphane Pardy après. Oui, je confirme ces éléments-là. Il faut se lancer parce qu'il y a comme ça qu'on apprend, en restant simple, autour des décisions qu'on veut amener au niveau du comité de direction, parce qu'il n'y a rien de pire que de venir avec une réunion d'information qui finalement ennuie tout le monde. Donc vraiment se focaliser sur
qu'est-ce que j'amène à la réunion CODIR, parce qu'en général, effectivement, ça s'inscrit souvent dans la continuité du CODIR, une petite demi-heure. Et voilà ce que je vous propose de décider et pourquoi. Stéphane Pardy, 2 mots. Oui, 2 mots. Benchmark, voilà, un mot. Benchmarkez-vous. Voilà, aujourd'hui, c'est des process qui sont nouveaux chez un certain nombre d'industriels. C'est des processus qui sont toujours en transformation, comme je le disais tout à l'heure. Mais vous pouvez quand même aller voir sans doute un confrère, voilà, sans qu'il soit concurrent de vos activités, qui est un peu plus avancé que vous sur cette aventure-là. Et c'est souvent d'abord mutuellement intéressant parce qu'il est peut-être plus avancé sur certains sujets. Et puis en fait, vous êtes peut-être aussi vous plus avancé sur d'autres. Donc voilà, les benchmarks sont utiles. Votre éditeur peut sans doute vous aider à en organiser un. Très bien. Paul Gémin, pour terminer. Et on l'aura compris, du coup, le SNOP, c'est très protéiforme, ça dépend de l'entreprise naturellement. Par contre, il y a quand même des standards qui sont un horizon au moyen-long terme, on en a parlé, des niveaux d'agrégation, la collaboration et surtout la prise de décision avant un plan chiffré. Très bien. Ben, merci messieurs. Je crois que ce débat était très riche et très intéressant. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine table ronde pour un mercredi de la supply chain. Je crois que c'est le 26 octobre pour un immobilier logistique énergétiquement sobre. Et d'ici là, bonne supply chain à tous.